Bienvenue à vous, content de vous retrouver. Si ce petit hommage vous dérange, d'abord, je ne vous ai pas appelé, je n'ai appelé personne. Celles et ceux dont je défends plutôt les idées dans mes émissions, quitte à s'aborder une bonne partie de mon audimat sur YouTube, ne sont pas vraiment légion à me suivre, à me soutenir, mais peu importe. Oui, pour moi, de devenir un jour un influenceur sur cette plateforme, préférant laisser ça à d'autres personnes nettement plus charmantes et que j'apprécie au demeurant. Voilà, c'est dit en passant. Et il est vrai que tout le monde ne peut pas se passionner pour les livres, les romans, les bouquins, la littérature, la bande dessinée. Et justement, j'aimerais bien avant tout qu'une fois ce numéro terminé, vous ayez simplement le sentiment d'avoir entendu le discours, l'expression d'un passionné. Alors, pouvait-on savoir, je vous avais parlé de lui à deux reprises dans deux de nos numéros récents. Il aurait célébré son 95e anniversaire à la fin de ce mois de janvier 2022. Il nous a quittés le 11 dernier. Dimitri, une page se tourne dans l'histoire de la bande dessinée. Alors, je vais vous montrer des bouquins, des albums, et ce sera au gré, au fil de mon inspiration, de mes réminiscences, de mes souvenirs, et là encore, je l'espère, d'un passionné. Pour commencer, déjà, oui, prise de pause, la pause de l'intéressé, photo qui se trouvait au début. Ce bouquin, je vous le montrerai en dernier. C'est son autobiographie. Et là, déjà, on remarquera, une première chose, c'est que dans certains tirages limités ou relativement limités, ça, déjà, ça frappe un peu l'imagination, mais il le faisait, Dimitri mettait à l'intention du lecteur un dessin dédicacé. Vous voyez dans celui-ci, hein, et la photo, vous l'aviez en fin de volume une seconde fois, vous allez comprendre, à l'intention de mes ennemis. Voilà, pour tout, pour tous mes ennemis. Je reviens sur l'autobiographie à la fin. Alors, je me suis dit, on passe en revue sa production, hein. Oui, c'est à la bonne franquette, hein, et nous allons diviser en plusieurs catégories si on devait se risquer à en établir quelques-unes. D'abord, me suis-je dit, la guerre, par extension, l'aventure et le réalisme. Ensuite, l'humour, le Moyen Âge, la chevalerie, et puis, nous dirons, une dimension un peu plus mythologique. Alors oui, la guerre d'abord. Je vous en avais touché quelques mots, cette guerre qu'il a faite sur le front de l'Est. Il s'y est retrouvé très jeune, 16-17 ans. Lui qui avait eu, alsacien d'origine, le réel sentiment de prendre part au départ à une gigantesque épopée, à une gigantesque aventure épique. Et voilà qu'à son retour, on lui faisait comprendre qu'il avait fait partie d'une expérience abominable et que la conscience universelle réprouvait. Alors il lui a fallu un petit temps pour comprendre, pour essayer. L'expérience là-bas, je pense d'avoir vu le fascisme sur le terrain, pour le dire une fois et ne pas y revenir, ne pouvait foncièrement pas faire de lui un militant politique. Et je ne chercherai pas à débattre ici d'une quelconque Weltanschauung, vision du monde, hein, qu'on pourrait établir ou non autour de son œuvre. En analysant son œuvre, j'espère que ce sera fait un jour
et à l'abri précisément de tout esprit et de toute passion partisane pour retrouver la magie du créateur de bande dessinée. Cette BD, cette profession, ce métier de chien, hein, comme il dira toujours, vers lequel il se tourne assez rapidement après son retour du front, et puis viendront les années 50, la collaboration dans Pilote, d'autres organes plus tard, Charlie Hebdo. Bon, mais n'allons peut-être pas trop vite. J'ai dit la guerre en premier lieu, hein, qui fera toujours, d'une manière ou d'une autre, qui le hantera toujours, voilà, qui fera toujours partie intégrante de lui et de son œuvre, de sa création. Pour commencer, je ne les montre pas nécessairement dans l'ordre chronologique. Voici deux albums consacrés à l'armée allemande. D'abord, la guerre sur mer, la guerre sous-marine, Caleunt. Voici. Je mettrai toutes les références détaillées tout à mon aise en description. Si vous avez aimé le film Le Bateau, hein, ce n'est pas kiff-kiff, mais forcément, on ne peut pas s'empêcher d'y songer. Je ne sais plus si c'est sorti avant ou après Das Boot Caleunt de Dimitri, je vérifie. Manifestement après. Bon. Et alors, la boue, le dégel, ce qu'on appelle là-bas, dans les grandes plaines, plus à l'est, Rasputista, hein, quand on se retrouve dans la boue, dans la merde, au sens le plus littéral. Voilà. Et l'album relate aussi le sort des prisonniers allemands restés en Russie jusque dans les années 50 en se ciblant sur la destinée de l'un d'entre eux. Et cette dernière séquence où l'on voit, c'est un exemple de la façon qu'a Dimitri de nous dresser en somme sous forme de fables, d'allégories, de nous résumer des pans d'histoire contemporaine, la destinée de cet homme allemand qui, à son retour d'Union soviétique libérée, on le voit complètement paumé, errant dans la rue. Et il nous dit de lui, il reste une carte à jouer, médiocre, l'économie, il la jouera et il gagnera. Sans induire de jugement de valeur. Vous voyez la façon de résumer, un exemple de sa manière de résumer un pan d'histoire, toujours dans le domaine militaire, mais nous changeons d'époque, de guerre. C'est peut-être mon préféré, un de mes préférés. Euh, la dimension épique et aussi tragique des récits de Dimitri qui se terminent volontiers de façon assez apocalyptique. C'est très rare lorsqu'on n'assiste pas à la mort ou la désintégration d'une manière ou d'une autre du principal protagoniste. Et sous le pavillon du tsar, là encore, sans prononcer de jugement de valeur en matière d'histoire, nous donne une idée des souffrances somme toute inouïes qu'ont endurées alors les marins, les soldats de l'armée tsariste lors de la guerre russo-japonaise. Peut-être connaissez-vous, c'est le sujet de ce bouquin. L'histoire de la flotte Rochdozhensky, les puissances d'Europe occidentale ayant rechigné à laisser passer les Russes par le canal de Suez pour se rendre en Extrême-Orient, la flotte russe a dû se taper plus de la moitié du tour du globe en doublant le cap de Bonne-Espérance avec de grandes difficultés de ravitaillement et dans des conditions inouïes. Hein. On en pensera ce qu'on voudra, mais qu'on peut, comme l'auteur, effectivement qualifier
dans le chef de ces hommes de méritoire. Et puis, bon, là, je m'aventure un petit peu plus dans le jugement, mais à toutes celles et à tous ceux qui ne désirent plus voir qu'un saint dans le dernier tsar de Russie, même si ce n'était peut-être pas le pire de tous, hein, mais ce genre de tragédie nous aide à comprendre pourquoi ça a craqué, ça a pété là-bas au bout d'un moment. J'en dis pas plus, pourquoi pas. Donc lisez ce bouquin pour ça aussi. Ça peut aider à comprendre. Alors, un album qui traite ici dans le camp allié. Voilà, des hommes de la Navy, le convoi, l'histoire d'un convoi en direction de l'URSS, des pages héroïques encore. Ensuite, c'est Meurtrier, qui est son album, à mon avis, le plus amer, euh, le plus âpre. L'histoire d'un jeune gars, et là on retrouve souvent une constante chez Dimitri, ce rapport, cette effusion même par rapport à la jante animale. C'est l'histoire d'un gosse pauvre, solitaire, et qui, dans un accès de folie, tue le boucher en train de dépecer le veau qui était son seul ami dans la vie. On va l'envoyer dans un centre de redressement, ensuite on le mettra dans une usine, puis on le mettra, suite logique, allez savoir, dans une guerre, celle de 14, et jamais la dimension tragique des récits de Dimitri n'aura revêtu un caractère aussi amer, aussi âpre que dans le récit qui nous est fait de la vie de ce mec. Et c'est aussi hum, son bouquin qui aborde le mieux la condition socialement, qui aborde le mieux la condition ouvrière, même si Dimitri ne s'en est pas fait spécialité dans, dans ses œuvres, mais il l'aborde très bien, il en donne une idée précisément très prenante, très amère, très prenante et meurtrier. Vous voyez cette couverture, pour parler un peu du graphisme, la beauté des couvertures, des planches de Dimitri, ses coloriages faits par lui, avec un recours à l'aquarelle, euh, une maîtrise des couleurs de l'aquarelle, c'est que ces couleurs qui sont olfactives, on reconnaît la saveur, oui, l'odeur, nous allons dire l'odeur, toute cette saveur des planches, vous ouvrez l'album, vous êtes imprégné, vous êtes complètement absorbé, voilà, de ces rares auteurs qui arrivent à exercer graphiquement et narrativement, bien sûr, une totale emprise sur leur lecteur. Je n'ai pas le temps de m'attarder en long et en large sur tous ces bouquins. Bon, ici encore, si vous aimez les dessins, les reproductions de matériel sur mer, sur terre et ici dans les airs, l'un de ces derniers, publié aux éditions Glénat, où il a édité la majorité de ses derniers albums réalistes. C'est le DLZ 129 Hindenburg. Hmm. Tout le monde a déjà entendu au moins parler une fois de la tragédie du Zeppelin qui s'est écrasé en 1937 aux États-Unis dans le New Jersey. Et là aussi, Dimitri aborde très subtilement ce thème d'une façon très personnelle autour d'un léger, je dis bien, d'un léger brin de romance entre une dame du monde et un officier allemand. Il revenait souvent sur le fait que, évidemment, quand vous faites de la BD mainstream, c'est toujours plus facile
de mettre en scène des héros qui se trouvent du bon côté de la barrière et lui s'est efforcé de faire plutôt le contraire. Encore une fois, pas de jugement ni en bien ni en mal. Savourez, découvrez ces bouquins. Et pour en terminer avec les albums de guerre, c'est l'avant-dernier, avant Kursk, que je vous ai déjà montré. Vous irez voir dans le premier numéro de l'année. Je vous l'ai montré, le Kursk. Et ici, un album de 98, après avoir traité à plusieurs reprises de l'armée allemande. Ici, le Japon, avec le très efficace Kamikaze. C'est la première fois qu'avec un tel réalisme, un auteur de bande dessinée d'expression francophone aura traité du point de vue du pilote, du point de vue du soldat, du pilote japonais, cet autre épisode de la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, la chevalerie, le Moyen Âge, ça c'était avant. Dans les années 50, 60, au moins 25 albums d'Amaury, le chevalier au blason d'argent. Il disait toujours que les albums étaient assez impalpables à lire, sauf, là, ce n'était pas par manque de modestie, c'est un constat réaliste de sa part, sauf lorsque lui rédigeait les scénarios. Les blasons d'argent, c'est assez corsé, viril, ça se passe au siècle d'or, au XIIIe siècle, sous Louis IX en France. Quelque chose d'un chevalier ardent avec le côté névrotique oedipien en moins. Si vous connaissez les aventures de mon compatriote chevalier ardent, non, c'est nettement plus corsé, plus sombre aussi, avec Amaury n'est pas toujours le héros, rarement le héros central de ses aventures. Il rencontre d'autres hommes, d'autres guerriers, d'autres aventuriers qui se retrouvent dans des situations où ils n'auront plus d'autre choix que de chercher ça passe ou ça casse à forcer le cours de leur destinée, comme dans le très beau Kalemba le vaincu. Voilà. Et c'est l'occasion de vous montrer quelques titres de blasons d'argent qui ont été réédités en vrac chez le petit éditeur du Topinambour dans la première décade de ce siècle. Il y en a beaucoup, hein. J'en ai sélectionné. J'en ai pris 4 avec moi. L'Aigle de Bratislava, aussi très très bon. Grand sens de l'action, de la mise en scène. Vous voyez quelque chose de Sergei Eisenstein. Il n'avait rien contre le meilleur de la culture soviétique, dont il n'a jamais manqué une occasion de s'inspirer. Dimitri, compère Jean Bottan, il y en a qui ont des couvertures couleurs et des intérieurs couleurs aussi. Mon compère, ça fait un petit moment que je l'ai lu, donc je n'étais plus certain. Quant à l'intérieur, c'est le plus drôle. C'est vraiment une espèce de fête des fous guerrières, façon Dimitri au Moyen Âge. Et alors, au-delà du Zealand, on rencontre avec des hommes du Nord. Donc, je ne sais pas si ça passera très bien, histoire de montrer le graphisme sobre et dépouillé du Dimitri des années 50, début 60, ce noir et blanc. Vous voyez, c'est très efficace. On peut trouver ça assez froid. Perso, j'aime beaucoup le sens du dépouillement. Le, la maîtrise des noirs et blancs.
Amaury, c'est le héros, donc il n'est pas toujours le personnage central de ses aventures. Il est nettement plus dur, cruel non, certainement pas, mais il est beaucoup plus dur que la moyenne par rapport aux héros de chevalerie. Je vous ai dit un chevalier ardent sans le côté névrotique, donc entre ardent et prince vaillant, mais sans l'idéalisme familial pompant des Américains. Alors, voilà pour le Moyen Âge, la chevalerie. Euh, À la fin des albums édités par le Topinambour, il y a toujours des inventaires, des listes, si vous voulez vous retrouver un petit peu, mais après tout, nous sommes à l'époque du net. Mais je n'ai pas encore réussi à me convaincre que c'était loin s'en faut l'auteur de BD le mieux référencé sur la toile. Je ne sais pas si ça vient de lui, mais il avait en horreur tout ce qui était informatique, ordinateur, Internet, du poulet, disait-il. Voilà, avec les trois petits points à la Céline avant et après. Les ordinateurs du poulet. Dixit Dimitri. Eh bien, passons à l'humour, justement. Alors là, c'est... Oh, nous n'allons pas dire le gros, mais ça doit recouvrir. Je n'ai pas le temps de tout vous montrer, hein, les anciennes, plutôt pour les enfants, rififi, goûte à tout. Ça, j'ai pas le temps aujourd'hui. On y reviendra un jour si ça vous branche. Alors, le classique qui a fait la gloire de Dimitri. Il disait qu'à la fin des années 70, dans sa bio, dans son autobiopic, hein, il racontait comment il avait le sentiment à cette époque-là d'être devenu non pas une star, mais quelqu'un de très prisé, très sollicité. Et il avait le sentiment, vu les réactions de ses lecteurs, et il disait toujours j'ai le sentiment d'avoir des lecteurs intelligents, mais ça j'y reviens après. Le sentiment d'avoir apporté quelque chose d'un vent neuf, disait-il encore, je le cite, à une BD devenue à cette époque, je ne ferai pas de commentaires assez débiles. Oui, des lecteurs intelligents. Oh, je ne vais pas me mettre dedans, mais comme je l'ai fait, il faut mieux, et tant pis si qui a le sentiment que le monde n'existait pas avant 2015 n'arrivera pas à encaisser mon propos, mais tant pis, là encore, je m'en fiche. Mais si vous êtes en mesure de le faire, en revanche, comme moi, c'est le genre d'auteur dans l'ensemble qu'il vaut mieux l'attaquer, comme je l'ai fait à l'approche de la trentaine, quand on a déjà une certaine somme d'expérience ou qu'on a déjà fait le tour niveau lecture d'un certain nombre de choses, ou allez savoir, quand on est déjà revenu niveau lecture d'un certain nombre de choses, alors on peut entrer dans, dans son univers, dans la dimension de Dimitri, et goûter à sa vision, comprendre sa vision incroyablement noire, pessimiste, désespéré du monde et plus encore de l'homme et de l'humanité. Revenu de là-bas, adhérer encore à quelque utopie politique lui eût été impossible, d'où cette vision tragique, noire, sans issue. Nous n'allons pas dire no future, et qui le rapprocherait, quant aux écrivains, on le rapproche toujours de Céline. Il ne cachait pas son admiration. Son autobiographie s'ouvre d'ailleurs, il met la citation de Céline
Quand on me parle, ça dira beaucoup, quand on me parle de confiance, je crie au voleur. Je le rapprocherai aussi sur le plan de la fiction, du romanesque, mais justement, ça prendrait beaucoup trop, ça prendrait des plombes pour vous expliquer, de Gobineau. Oui, j'ai bien dit sur le plan littéraire et romanesque de Gobineau, par cette dimension désespérée qui rend impossible au bout du compte de ne serait-ce que de ramasser dans son œuvre des éléments qui pourraient constituer un quelconque corpus idéologique. Ça, je tenais à le dire. Alors, c'est Crampon qui a fait la gloire de Dimitri. Je vais vous montrer les meilleurs. Hein, je vous ai dit, ce n'est pas à la base une BD anticommuniste. C'était même chez lui une façon de prendre le contre-pied de la mode humanitaire bon teint, hein, et qui est aujourd'hui le lot de pas mal de bobos qui ne jurent que par Saint Solzhenitsyn sans jamais aller y jeter un coup d'œil de plus près. Mais là non plus, j'en dis pas plus. Donc non, hein, je pense que c'était une façon de prendre le contre-pied. Aujourd'hui, beaucoup de l'étoffe que je viens de dire trouveraient ça inqualifiable, scandaleux, mais je vous montrerai meilleur. Ça, des crampons. D'abord, les zombies, l'album, les hommes, pardon, pas les zombies. J'ai regardé trop de vidéos de cinéma ces derniers temps. Les hommes. Vous voyez en couverture Loubianka, la copine d'Eugène Crampon, travailleur français installé de Nogent-sur-Marne, installé en Union soviétique, et sa copine, qui est du KGB, et qui exemplaire, hein, et qui porte le nom du quartier général de la sécurité à Moscou. Ben oui, c'est la maison de la sécurité à Moscou. La Loubianka, il aura un gosse avec elle au bout d'un moment qui lui ressemblera comme deux gouttes d'eau et qui s'appellera Eugène. C'est le premier goulag, le premier crampon que j'ai lu, hein, et dans celui-ci, il passe, on le voit passer progressivement de la formule des historiettes qui se succèdent de manière relativement lâche, les unes les autres, pour évoluer vers de grands récits euh, d'aventure. Et ça deviendra de plus en plus la norme dans les albums suivants. Et en lisant cet album, en relisant un album comme celui-ci, je me dis que décidément, l'arrogante, il faut bien la voir comme ça, rétrospectivement, nouvelle BD, fin 90, début 2000, hein, qui a fait mine d'avoir introduit toute une série de choses sur le plan conceptuel, eh bien, le fait de faire s'entremêler des personnages qu'on pourrait voir issus de cartoons pour enfants, hein, à des intrigues et d'autres protagonistes euh, beaucoup plus adultes, hein, qui vivent des aventures très adultes et par certains aspects même très dramatique, avec nonobstant toute la dimension comique, satirique, et arriver à rendre tout ça, à ce que la sauce prenne, rendre tout ça de façon cohérente. On n'avait pas attendu les agrégés, les licenciés, les masters en philo et compagnie qui ont décidé à partir de la fin du siècle dernier, de réanimer le cadavre de la BD belgo-française. Dimitri faisait déjà tout ça bien avant eux, bien avant, oui, leur naissance pour certains d'entre eux. Bah oui, très certainement, oui, oui, forcément. Alors, les hommes, si vous
voulez découvrir la série Le Goulag un peu dans toutes ses virtualités, je pense qu'il faut commencer avec le troisième volume, sans obligation. Et à partir de là, on voit Jeanne Crampon. Il sera militaire, il sera marin, espion, agent secret, footballeur, cueilleuse de coquelicots, travesti, agent double, hein, et autant d'aventures qui sont prétexte à le faire voyager en Occident la plupart du temps et qui sont aussi prétexte à le ramener dans son goulag, entre guillemets, le camp 313, si j'ai bonne mémoire. Enfin, j'irai vérifier. Et bon, il n'est pas toujours prisonnier à proprement parler. Des fois, oui. Des fois, il réside avec Loubianca dans une petite baraque à côté où il se la coule douce avec des chips, du pinard sur le mode hédoniste. Oui, je vous dis, hein, c'est le goulag de Dimitri, c'est le théâtre de la condition humaine façon Dimitri. Hein, Dimitri, Rabelais avec un humour qu'on peut, oui, qu'on ne manquera pas de trouver, il est vrai, bien gras, assez gras par moment. Le match du siècle, dans les meilleurs, le match du siècle, un match France-Union soviétique, pendant que l'armée rouge défile sur les Champs-Élysées. Bon, là, à cœur joie, à l'époque où on racontait que les chars soviétiques allaient défiler à Paris, à l'époque de l'élection de François Mitterrand, qu'on voit dans l'album d'ailleurs, car cette invasion, c'est une blague. Bah oui, les Russes font simplement une farce, et à un moment donné, puisque les Français remportent le match et vous avez cette case sur la dernière planche. D'un côté, les supporters qui reviennent. On a gagné, on a gagné. Et l'armée qui défile victorieuse de l'autre côté. Voilà, hein, c'est comme on dirait en wallon chez nous, Télède. Les rois du pétrole. Hmm. Moi, j'adore déjà le derrière, ça dit tout. Hein, vous voyez, non, mais hein, il est à la guerre et non, mais hein, ça va chauffer. Mais sans rigoler, vous avez là-dedans, je parlais des contrastes. Vous avez des scénarios, des intrigues mettant en scène des personnages très rigolos, des intrigues grivoises, hein, comme voilà ce que j'ai sous des yeux, et, et à d'autres moments des scènes de guerre d'un réalisme rarement atteint. Euh, et là, on voit l'homme qui était sur le terrain. Il y a des détails. Je ne vais pas entrer dans le détail, et non, certainement pas. Ce serait beaucoup trop sordide, gratuit. Mais vous irez, vous remarquerez certaines cases dans l'album Les Rois du pétrole. On est en Afghanistan, hein, et on ne nous présente pas l'armée rouge. Ce n'est pas apologétique des Russes, mais les Afghans ne sont pas présentés. On pourra souligner que les braves moudjahidines islamiques chéris de Ronald Reagan ne sont pas présentés du tout sous un jour sympathique, mais comme des combattants véritablement impitoyables, féroces, cruels, ne reculant devant rien. Hein. Euh, et là aussi, je le renvoie à votre entière appréciation. Donc, c'est autant c'est bidonnant par endroits, autant c'est prenant, inoubliable pour ce qui est de restituer la guerre dans toute son horreur. Et puis, les pourris. Ça, c'est un chef-d'œuvre de roman noir. Le Goulag, Crampon, toujours, les pourris.
où il se met en scène et où là, en fin d'album, il a rêvé sa mort, l'une des plus belles morts qu'un auteur, qu'un écrivain, sans doute, ait jamais, se soit jamais conçu dans sa tête. Il est le capitaine du bateau, c'est l'histoire d'un gang de ce qu'on appelle des maquilleurs, écumant les mers, et il y a tout un engrenage. À la fin, ils sont pris, capturés par. Il y a un arrangement entre divers services secrets et on fait comprendre qu'on va les livrer au KGB, hein, et par conséquent, ils vont se retrouver. Il y a de fortes chances qu'ils se retrouvent du côté de la Sibérie. Bon, Crampon, il a l'habitude, hein, c'est sa maison. Mais Dimitri Mounimou, le capitaine, il dit ah non, là, j'y suis déjà allé. Question de moralité, et là, il s'en va. On le voit s'en aller nonchalamment avec sa clope. Et un des mecs des services secrets lui tire une rafale de mitraillette dans le dos. Et voilà, Dimitri, terminé. C'est comme ça qu'il avait rêvé sa mort idéale, je ne sais pas, peut-être. Alors, je ne sais pas si on peut voir ça comme ça. Il y a Crampon, le Dimitri, c'est plutôt pour public adulte, hein, ou très grands adolescents, mais le Dimitri, humour, mainstream, Crampon. Et puis, le Dimitri, trash, humoristique, un personnage nettement moins connu, auquel il a donné, ça ne ment pas, le prénom de Céline, c'est Ferdinand Copeau, les aventures de Ferdinand Copeau, qui est médecin, pas fait exprès non plus, presque pas, médecin de formation, mais qui lui aussi, comme Crampon, il va faire un peu tous les métiers, visiter un peu tous les pays sur un mode plus exotique, plus méridional pour sa part, en Amérique latine. Alors vous avez Pognon Story, hein, là c'est trash, franchement, avec ce personnage qui a une dimension, on a là-dedans une dimension dans le bouffon qui prend un tour onirique, euh, presque inquiétant, effrayant. On ne saura jamais pourquoi le héros a ce don de pouvoir se transformer, ce don polymorphe. Il peut se transformer en petit oiseau, en n'importe quel petit animal, et on ne saura jamais d'où il tient ça. Donc Ferdinand Copeau, je vous ai montré Pognon Story, une parabole au vitriol du, du capitalisme. Là, nous sommes au début des années 80. Hein. Ça parle de soi, du néolibéralisme, et puis les mange-merde sur le mode roman noir. Hein. Dimitri au sommet de sa maîtrise dans l'art du roman noir, les mange-merde. Hein. Et dans chaque album de Ferdinand Copeau, vous aviez une citation de l'auteur, une petite pensée. Alors, pour mettre le thermomètre, le soleil brille pour tout le monde, pour les fleurs comme pour les étrons. Dans les mange-merdes, dans Pognon Story, c'était, comme ça vous en aurez quelques-unes, le tragique pour, j'aime bien celle-ci, le tragique pour les élites, c'est d'avoir apporté tous les cons à bout de bras. Et, et alors, je ne vous ai pas montré la grand-messe, tout à fait d'actualité. Là, Ferdinand Copeau, on lui propose de jouer l'homme de paille pour une campagne électorale.
La Grand-Messe est l'une des plus belles satires contemporaines en BD du monde politique, avec ici pour citation d'ouverture, très très bien également: «La culture actuelle incite à se défaire de son caractère pour prouver son intelligence». Ferdinand Copeau. Les aventures de Copeau. Il n'y en a pas eu beaucoup, une petite demi-douzaine, et puis vous avez des one-shots. Hein. Là, je ne vous les montre pas tous, je n'ai pas le temps, mais j'ai sélectionné, hein, j'insiste assez, c'est là-dedans qu'il était le meilleur, sur la noirceur, hein, dans l'humour, dans le traitement de l'humour par Dimitri, et vous avez un recueil de petites nouvelles, je le vois comme ça, de petites nouvelles transposées en BD. C'est l'album Deo Gracias. Pas tellement connu. Alors, derrière le cheval, j'adore. Il n'y a qu'une seule façon de croire en soi-même. Et dans Deo Gracias, là, tout le monde en prend pour son grade. Et on descend dans des abîmes de pessimisme là-dedans, qui réclament un estomac bien accroché. Et il y a l'histoire qui pourrait intéresser nos amis véganes, avec l'inversion complète entre les humains et les hommes, dans sa fable sur l'industrie alimentaire, les boucheries. Donc là, il y a inversion complète. Bon, vous voyez ça d'ici. Entre l'homme et le porc, donc les rôles sont inversés. Vous irez lire ça si ça vous intéresse, je propose, et vous disposez. Donc là, j'ai dû laisser de côté pas mal d'albums humoristiques de son jeune temps ou d'avant Crampon, ou moins connus que Crampon. Et maintenant, on arrive dans une catégorie toute particulière, qui est celle des albums à dimension un peu plus mythologique. On part dans des rêveries qui... Je dois dire que son album, je vais vous montrer, Le Voyage, le dernier album édité dans le cadre de l'édition mainstream BD en 2003, son dernier album réaliste, Le Voyage. Là, c'est encore assez historique, puisque c'est la biographie d'un navigateur marseillais, Pythéas, hein, qui était grec d'origine, mais qui avait vu le jour à Marseille, et qui aurait atteint, dans le cadre d'un de ses voyages, l'Islande, désignée parfois comme l'Hyperborée. Et ce livre, je l'ai lu, et il arrivait à point. C'était une époque où j'étais parti dans tout un trip pagano-nordique, pas possible, où je poussais mes investigations là-dedans. J'ai lu aussi des gens comme Guénon, comme Evola, et, tout ce que je pouvais trouver sur les mythes d'Hyperborée, de l'Atlantide, pour le meilleur et pour le pire. Et je dois dire que Dimitri a traité ça d'une façon, là encore, très, très subtile, hein, et qui fait avant tout voyager, qui, qui aura avant tout pour destination, voilà, en parlant de destination, de vous conduire ailleurs. Donc on a, vous voyez toujours ce graphisme, cette maîtrise des marines chez lui. Donc oui, j'étais parti dans un trip pagano-nordique, qui, dont tous les grands axes se trouvaient condensés, finalement, dans l'album de Dimitri. Il en proposait un étonnant condensé,
c'est ça qui est très bien aussi, c'est que ces bouquins souvent peuvent servir de détonateur, de prétexte. Bon, moi, c'était dans l'autre sens, mais de prétexte à se lancer dans toute une série de recherches, d'investigations, hein, quitte à se retrouver des fois dans des zones où il y a de la haute tension. Alors, l'hymne à la forêt, le voyage, c'est plutôt la biographie de Pythéas, dont je ne l'ai pas dit, mais il y a cette déclaration dans la bouche de Pythéas au début de l'album, au début du voyage, qui aidera à résumer Dimitri, son œuvre, son parcours. La peur des hommes se fixe davantage sur ce qu'ils imaginent que sur ce qu'ils voient. C'est très dimitrien. L'hymne à la forêt, c'est dingue de se dire que cet album aura bientôt 30 ans, 1994. L'hymne à la forêt, légende, vous voyez, c'est déjà très improbable, ce héros sur cet auroch, hein, cet animal énorme en couverture avec son bouclier magique. On est très loin pourtant, on ne peut plus loin de l'univers des super-héros, des comics, de l'héroïque fantasy contemporaine. Quelque chose avec l'histoire d'Olaf. Il s'appelle Olaf, qui va connaître au terme d'un parcours aventureux, initiatique peut-être, une métamorphose, hein, et devenir un être surhumain, quelque chose entre Siegfried et les Nibelungen, la tétralogie, Wagner, un peu de Friedrich Nietzsche, un peu, et aussi le romantisme, hein, les anciennes légendes, le romantisme allemand, le patrimoine ancien des contes, des légendes de la Germanie profonde. Et de fait, nous sommes sous le règne, ça se passe sous le règne d'un empereur ésotériste, Henri Ier l'Oiseleur, l'empereur féru de magie et d'ésotérisme, qui est resté célèbre dans l'histoire pour ça, dans l'histoire de l'Allemagne et dans l'histoire tout court pour ça. Il est très très beau, l'hymne à la forêt. Pour moi, c'est d'abord un bouquin. Je laisse l'arrière-fond ésotérique de côté, comme si ça ne m'intéressait pas, et de fait, non, c'est pas ce qui m'intéresse en priorité, c'est l'histoire. C'est un livre sur la difficulté d'arriver à intégrer un groupe, une communauté, ou être accepté, entendu, compris, hein, et sur ces personnages, artistes, écrivains, scientifiques ou autres, qui auront toujours, ne serait-ce qu'à un moment, le sentiment d'être venus trop tôt ou trop tard, ou dans une époque qui, oui, le cas échéant trop tard, dans une époque qui n'était pas la leur. Pas, oui, pas pour eux, hein. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Nous allons terminer sur ces écrits autobiographiques. Et si on lit, vous pouvez, hein, vous mettre à la recherche, mais je crains, ce n'était déjà pas franchement donné à l'époque où j'en avais fait l'acquisition, il y a une petite vingtaine d'années. Vous voyez, avec en couverture Crampon qui déclare, ça dit tout aussi, je n'ai pas eu un père facile. Et Guy, Dimitri, à sa table de travail. Je n'ai pas eu un père facile. C'était donc, il n'était déjà pas donné, édité chez Tambour et Trompette. Je crains que ce soit hors de prix à présent, mais vous pouvez toujours aller voir.
cette autobiographie abondamment illustrée où il s'attarde, donc la bande dessinée, ce métier de chien, ces années, un merveilleux métier de chien dédié à son épouse et plus précieuse assistante. Et il s'attarde beaucoup sur ses débuts. C'est une véritable leçon d'humilité, l'autobiographie de Dimitri en tant qu'auteur de bande dessinée. Pour tous ceux qui sévissent là-dedans aujourd'hui ou qui aimeraient se lancer, ça peut faire énormément de bien. Et pas seulement dans le monde de la bande dessinée, d'ailleurs, sur le plan de l'humilité. Alors, donc, sa jeunesse, ses débuts difficiles, et puis ses amis, Cavana, le professeur Choron, ses rapports difficiles avec Pilote, car il faut bien se dire qu'à partir du moment où son passé, sa jeunesse sera connue, ça va lui poser quelques problèmes. Certains vont difficilement supporter sa présence dans leur équipe rédactionnelle et on admirera d'ailleurs la manière dont il ne nomme jamais, c'est quelqu'un de très connu, un des plus célèbres auteurs de BD, mais il ne le scénariste de BD, il ne nommera jamais le rédacteur en chef de Pilote qui le contraindra à partir au bout d'un moment. Hein. C'est très élégant de sa part. Donc il nous raconte les circonstances qui, une fois son passé connu, rendront, lui rendront un temps le métier difficile. Mais ceci dit, et il fait la part des choses. Hein. Dans son autobiographie d'auteur de BD, il fait juste allusion à la rédaction du soldat oublié, que je vais vous montrer maintenant. Ce soldat oublié qui aura probablement dû lui rendre service, puisque ça reste, me dit-on, c'était toujours le cas il y a 15-20 ans, le livre de guerre, le témoignage le plus vendu, le best-seller du livre de guerre sur la Seconde Guerre mondiale, le soldat oublié. Je possède une édition en livre de poche. J'aime beaucoup cette édition avec cette couverture grise du soldat oublié 1967. Un succès énorme. Et les dernières années, Dimitri nous disait être en avoir des échanges. Voilà, il était en tractation avec Paul Verhoeven en vue d'une adaptation cinématographique de son soldat. Ce livre, j'ai parlé d'un auteur pour adultes, dans l'ensemble, réclamant une certaine maturité, aussi bien que pour ses albums, ses livres de guerre, Le soldat oublié, ne pas mettre ça entre les mains d'une personne trop jeune ou trop immature. Donc vous avez vu ces deux autobiographies. Eh bien, pour terminer, un petit, oui, ça, c'est mon petit trésor personnel dans des éditions à tirage limité. Il passait son temps à faire un beau dessin à l'intention de chaque lecteur et ça se trouvait normalement, non, pas dans Je n'ai pas eu un père facile, mais dans un, je vous les ai montrés, les derniers crampons édités qui avaient eu des tirages plus restreints que les précédents, puisque Glénat ne voulait plus du personnage, et dans chaque exemplaire des derniers crampons, Gargotière et Furious Caleçon, il y avait des dessins dédicacés, comme que celui-ci que j'ai encadré et qui résume un peu la vie de votre serviteur.
et qui est une synthèse de Dimitri de ces deux personnages emblématiques, Blason d'argent, Crampon. Vous avez Crampon qui est en chevalier, en blason d'argent, et qui pose la question, hein, et moi aussi, du coup, si j'avais été blason d'argent, si j'avais été dans la chevalerie, qu'est-ce que ça aurait donné? On se le demande bien, donc c'est l'occasion pour moi de vous montrer ceci, hein. J'en suis pas peu fier, hein, c'est la signature authentique de l'auteur. On ne le voit pas super bien, mais bon, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère ne pas avoir abusé. Je voudrais terminer avec une autre citation, hein. Ce goût des citations en début d'album, je cherche le voyage. Voilà, dans le voyage, oui, mes bouquins, c'est un peu la cata. Je vais les remettre dans l'ordre. L'histoire du monde. L'Odyssée de Pythéas. L'histoire du monde est un livre imprécis qu'il faut lire avec émotion. À présent, oui, votre signature se trouve non seulement dans mon hall, mais oui, elle est entrée dans l'histoire, cher Dimitri. Et pour parler un peu à la Crampon, à la Ferdinand Copeau, sûr d'une chose, ouh là là, on a fait pas loin d'une heure aujourd'hui, un numéro très spécial. Vos albums, vos BD, ah ben c'est clair que oui, je suis toujours bien décidé à m'en faire péter. Merci à vous toutes et tous et rendez-vous pour un nouveau numéro normal. Oui, je vais continuer à m'en faire péter de vos albums, cher Dimitri. À bientôt.